Bien, je m'efforcerai d'être bref parce que je crois que Johanna Pentier vient de développer un certain nombre de points qui concernent non seulement la diffusion mais aussi les évolutions qui ont suivi la sortie du cadre européen commun de référence. Ce que je voudrais faire, sachant que Valérie Lemonnier interviendra sur les questions qui sont beaucoup plus concrètes, disons, en termes de relation à la classe, à la formation des enseignants, c'est simplement essayer en tant, si vous voulez, qu'un des co-auteurs, disons, du cadre à l'origine, de préciser en quoi, dès le démarrage, un certain nombre d'ambiguïtés, un certain nombre d'influences diverses pouvaient exister, qui expliquent peut-être pourquoi le cadre, d'une part, a connu l'impact, le succès que rappelait Johanna à l'instant, mais aussi en quoi il a donné lieu à des débats et à des dérives et à des utilisations multiples. Alors, je pense que dans les origines, j'en distinguerai quatre qui me paraissent assez, disons, lourdes de conséquences les unes comme les autres. La première, c'était la continuité, disons, des projets langues vivantes du Conseil de l'Europe, à savoir un souci de plus en plus d'insister sur la diversité des langues dans les enseignements, dans les apprentissages, et notamment sur les problèmes de diversification, de prise de langue dans les contextes scolaires. L'idée était que on ne pouvait pas augmenter bien sûr les horaires de langue dans la plupart des systèmes éducatifs, mais il fallait peut-être s'organiser pour faire des propositions qui permettent de valoriser, par exemple, des compétences partielles, de sortir un petit peu d'une sorte d'idéologie commune qui consisterait à dire que la L2 devrait être apprise pratiquement au même niveau que la L1, etc., etc., etc. Donc il y avait ce souci de diversification, donc de trouver des modalités pour valoriser des compétences même limitées, même partielles, dans les systèmes éducatifs. Deuxième influence à l'origine, peut-être la plus lourde en fait, celle qui venait du monde des testeurs, disons des évaluateurs, demandant un souci de clarification, enfin, exprimant un souci de clarification par rapport aux certifications existantes. Surtout pour l'anglais, le panorama était extrêmement complexe. Plus personne ne se retrouvait véritablement quant au positionnement des Cambridge par rapport aux examens des certificats des universités populaires, etc., etc. Donc il y avait un souci de disposer d'un instrument de référence qui permettrait de situer en quelque sorte les unes par rapport aux autres les certifications et les diplômes existants. Et on s'est tourné vers le Conseil de l'Europe en disant, bon, le Conseil de l'Europe a produit les niveaux seuils, le Conseil de l'Europe est une instance internationale connue pour les langues, donc est-ce qu'il ne serait pas possible d'avoir une sorte de définition d'un instrument de référence de ce type, qui serait véritablement un instrument de positionnement, pas du tout quelque chose qui serait une norme, mais une grille de repérage, en quelque sorte, pour placer différentes certifications. Troisième dimension, ce qui concernait très très vite, au niveau, alors cette fois, des collègues travaillant au Conseil de l'Europe, et notamment de John Trim, en tant que responsable des projets langues vivantes, le souci de dire on ne peut pas s'en tenir à quelque chose qui ferait le point sur l'évaluation, qui serait une espèce de grille de référence. Il faut aussi essayer de proposer un instrument qui ait à voir avec l'enseignement et avec l'apprentissage, qui soit un instrument permettant aux différents usagers, quelle que soit leur fonction, enseignants bien sûr, formateurs d'enseignants, auteurs de manuels, etc., etc., d'avoir là aussi une sorte de langage commun, un outil de référence commun qui leur permette en quelque sorte de dialoguer entre eux et puis de prendre des décisions lorsqu'ils ont à en prendre dans des termes qui soient à peu près compatibles les uns avec les autres. Et quatrième incidence, de nature tout à fait différente, le fait qu'on a commencé à travailler sur le cadre européen commun autour de 2000-2001, 91-92, dans la suite de ce qu'était un symposium qui s'est tenu à Rüschlikon en Suisse en 91, mais très peu de temps après l'ouverture de l'Europe centrale et de l'Europe orientale, et le souci, là encore, de quelqu'un comme John Trim à l'époque, a été de dire il faut surtout éviter, compte tenu de ce que va être sans doute l'appel d'air venant de ces pays qui s'ouvrent vers l'Ouest, il faut surtout éviter un transfert de technologie éducative. Donc il faut que cet instrument de référence soit un instrument de référence aussi ouvert que possible, aussi souple que possible, de manière que des traditions éducatives multiples
y compris celles des pays d'Europe centrale et orientale, qui avaient été différentes et tout à fait intéressantes, puissent trouver place, puissent se reconnaître en quelque sorte dans ces instruments. Donc, on voit bien que ces différents apports, en quelque sorte, ces différentes sources d'élaboration du cadre de référence, peuvent donner lieu à des équilibres variables, et c'est ce qu'on a vu bien sûr par la suite.